Signe ça ou je vais transformer ça en cauchemar. Ma femme a proféré cette menace en me poussant les papiers dessus, dans le manoir que j'avais payé moi-même. J'ai signé, j'ai laissé les clés et je suis parti. Quelques heures plus tard, son propre avocat a crié « As-tu seulement conscience de ce qu'il vient de te faire ?» Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Signe maintenant ou je vais transformer ça en cauchemar. Les mots de Susanna ont résonné dans le manoir comme un ultimatum final. Elle a poussé les papiers contre moi si fort que j'ai failli tomber à la renverse. Ses yeux brillaient de ce mélange de haine et de triomphe que seule une personne qui a l'intention de vous détruire peut avoir. Les documents tremblaient dans mes mains. Le manoir de 4 millions de dollars que j'avais payé seul, les objets de famille transmis depuis 3 générations, les comptes bancaires, tout. Elle souriait avec tant de satisfaction, comme si le fait de me laisser sans rien allait la combler. Vas-tu signer ou as-tu besoin que j'appelle mon avocat pour que ça devienne vraiment moche? Sa voix était de la glace pure. J'ai regardé ces papiers, puis je les regardais, et sans dire un mot, j'ai pris le stylo. J'ai signé page après page. Chaque signature était comme arracher un morceau de mon âme, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait voir. J'ai laissé les clés sur une table en marbre, je me suis levé et j'ai marché vers la porte de ce qui avait été ma maison. Elle a lâché un rire, ce rire qu'elle avait répété, qu'elle avait pratiqué pour ce moment précis. Je savais que tu n'avais pas le courage de te battre jusqu'au bout, m'a-t-elle crié alors que je partais. Je ne me suis pas retourné. Je ne lui ai pas donné cette satisfaction. Je suis simplement parti. 3 heures plus tard, alors qu'elle célébrait avec du champagne dans mon manoir, son téléphone a sonné. C'était le docteur Enrique, son propre avocat. Je n'étais pas là, mais on m'a dit plus tard que ses cris ont été entendus jusqu'au jardin. As-tu seulement conscience de ce qu'il vient de te faire, lui a-t-il crié avec un désespoir que même lui ne pouvait contrôler. Susanna a fait tomber son verre. Le liquide s'est répandu sur le tapis perçant qu'elle aimait tant. Mais je vais trop vite. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, comment une femme qui avait juré de m'aimer a fini par essayer de tout me voler, et comment sa victoire parfaite s'est transformée en son pire cauchemar, je dois vous ramener 18 mois en arrière, car rien de tout cela n'a commencé avec ces papiers. Cela a commencé bien plus tôt, lors d'une journée ordinaire qui allait tout changer. Je m'appelle Renato. J'ai 46 ans et j'ai passé les 20 dernières années à construire quelque chose qui en vaut la peine. Je ne suis pas né avec de l'argent. Je n'ai rien hérité de plus que mes objets de famille, une montre à gousset en argent qui appartenait à mon grand-père, un acte de propriété pour un terrain que mon arrière-grand-père avait acheté avec les économies de toute sa vie. Et un service d'argenterie antique que ma grand-mère avait apporté lorsqu'elle a immigré. Des choses sans grande valeur monétaire, mais avec un poids émotionnel inestimable. Chaque dollar que j'ai gagné l'a été de mes propres mains, avec mon cerveau, avec des nuits blanches et des journées sans repos. J'ai fondé une entreprise technologique quand personne ne croyait en moi. Quand les banques me fermaient leurs portes. Quand ma propre famille me disait que j'étais fou de quitter un emploi stable pour poursuivre un rêve. J'ai commencé dans le garage d'un appartement de 2 chambres que je partageais avec ma sœur Iris. Elle a été la première à croire en moi. Elle écrivait du code jusqu'à 4 heures du matin. Elle organisait les finances avec une vieille calculatrice et beaucoup de foi. Les premières années ont été brutales. Il y a eu des semaines où nous mangions des pâtes à la sauce tomate parce que c'était ce que nous pouvions nous permettre, mais nous avions quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La détermination. L'entreprise a commencé à croître, lentement d'abord, puis plus rapidement. Nous avons décroché notre premier gros client, puis un autre, puis 10 de plus. En 5 ans, nous sommes passés de 2 personnes dans un garage à 50 employés dans un vrai bureau. En 10 ans, nous étions 120 personnes avec des contrats dans 3 pays, et je travaillais toujours comme si j'étais encore dans ce garage, car je savais que tout ce que l'on construit peut s'effondrer si on arrête d'en prendre soin. C'est à ce moment-là, juste au moment où les choses commençaient à se stabiliser, que j'ai rencontré Susanna. Elle travaillait comme réceptionniste dans un hôtel où je séjournais lors d'un voyage d'affaires. Elle était magnifique. Je ne vais pas le nier. Mais ce qui m'a attiré n'était pas seulement son apparence. C'était sa façon de parler, comment elle semblait sincèrement intéressée par ce que je faisais. Elle me posait des questions sur mon entreprise, sur mes projets, sur mes rêves. Après des années à ne me concentrer que sur le travail, trouver quelqu'un qui semblait me voir comme plus qu'un patron ou un associé était rafraîchissant. Nous avons commencé à sortir ensemble.
Elle semblait si différente des femmes que j'avais connues auparavant. Elle disait qu'elle admirait mon éthique de travail, que cela l'inspirait de voir quelqu'un qui avait tant construit à partir de rien. Tu es la preuve que les rêves se réalisent quand on travaille pour les atteindre, m'a-t-elle dit un soir alors que nous dînions dans un modeste restaurant que j'avais choisi. Elle ne s'était même pas plainte de la simplicité de l'endroit. Cela m'a conquis. 6 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. Iris m'a averti que c'était trop tôt, que je la connaissais à peine. Renato, je sais que tu es heureux, mais il y a quelque chose chez elle qui ne me plaît pas, m'a-t-elle dit un après-midi dans son bureau. J'ai ri. Je lui ai dit qu'elle était surprotectrice, que Susanna était différente, que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me comprenait. Je l'ai épousée 1 an après notre rencontre. Le mariage était magnifique, bien que j'aie insisté pour avoir quelque chose d'intime. Susanna voulait quelque chose de plus grand, de plus somptueux, mais elle a accepté mes conditions avec le sourire. L'important, c'est que nous soyons ensemble, a-t-elle dit. J'aurais dû prêter attention à la façon dont ses yeux s'égaraient vers les couples arrivant dans des voitures de luxe, comment elle observait les robes coûteuses des invités comme si elle faisait un inventaire mental. Les premiers mois se sont bien passés, ou du moins c'est ce que je croyais. Susanna a quitté son emploi à l'hôtel peu après le mariage. Je veux mieux te soutenir, me concentrer sur notre foyer, a-t-elle expliqué. Cela semblait raisonnable. Je gagnais assez pour nous deux, et après des années de travail acharné, l'idée d'avoir quelqu'un qui m'attendait à la maison était réconfortante. Mais les choses ont commencé à changer subtilement. D'abord, ce furent les dépenses. Susanna a commencé à acheter des vêtements de marque, des chaussures qui coûtaient ce que je gagnais en un mois à mes débuts. J'ai besoin de bien présenter pour les dîners d'affaires, disait-elle. J'opinais, voulant croire qu'elle avait raison. Ensuite, ce fut la voiture. Elle voulait quelque chose de plus élégant, quelque chose qui représentait notre succès. Je lui ai acheté une Mercedes. Son sourire a duré exactement 1 jour. Puis vint la maison. L'appartement où nous vivions était spacieux, confortable, dans un bon quartier, mais Susanna a commencé à se plaindre. Renato, ton entreprise vaut des millions et nous vivons comme si tu venais tout juste de te lancer. Ces mots m'ont blessé parce qu'ils contenaient une part de vérité. J'avais été si frugal, si prudent avec l'argent, que j'avais peut-être oublié de profiter de ce que j'avais construit. J'ai donc acheté le manoir, 4 millions de dollars dans un quartier exclusif, 5 chambres, une piscine, une vue sur les montagnes, tout ce dont elle disait avoir toujours rêvé. Le jour où je lui ai donné les clés, elle a pleuré de bonheur. Tu es le meilleur mari du monde, a-t-elle chuchoté contre ma poitrine. Je me sentais comme un héros. J'aurais dû remarquer que ce bonheur a duré exactement 1 semaine. Susanna a commencé à changer, d'une manière que j'ai d'abord attribuée au stress du déménagement. Elle est devenue distante, froide. Quand je rentrais tard du travail, elle dormait déjà. Quand j'essayais de faire la conversation pendant le dîner, elle répondait par des monosyllabes tout en regardant son téléphone. Je suis fatiguée, disait-elle toujours. Mais fatiguée de quoi, puisqu'elle ne travaillait pas? Les signaux d'alarme ont commencé à se multiplier comme les fissures sur une vitre. Chaque jour apportait quelque chose de nouveau que j'essayais d'ignorer, de justifier, parce qu'accepter la vérité signifiait admettre que je m'étais trompé. Et moi, Renato, l'homme qui avait bâti un empire à partir de rien, je ne pouvais pas me tromper sur la personne avec qui je partageais ma vie. Iris a été la première à voir les choses clairement. Un après-midi, elle m'a appelé au bureau avec cette voix sérieuse qu'elle utilisait quand quelque chose l'inquiétait vraiment. « Il faut que je te parle des finances personnelles », a dit Iris. Elle gérait la comptabilité de mon entreprise, mais elle m'aidait aussi à tenir mes comptes privés en ordre. Susanna dépense des sommes alarmantes. Le mois dernier, c'était 50 000 rien qu'en vêtements et en bijoux. 50 000 ? J'ai pris une grande inspiration. Elle s'adapte à notre nouveau mode de vie, ai-je dit, la défendant presque instinctivement. Laisse-lui du temps. Renato, ce n'est pas une adaptation. Iris a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. C'est quelqu'un qui dépense comme si l'argent était inépuisable. Et il y a autre chose. Il y a des transferts vers des comptes que je ne reconnais pas, des petites sommes, 2 ou 3 000, mais constants. Elle aide peut-être sa famille, ai-je suggéré, sentant l'inconfort me serrer la poitrine. Sa famille n'a pas besoin d'aide, Renato. Sa mère vit dans un appartement que tu as payé. Son frère a un emploi stable.
À qui envoie-t-elle cet argent? La question flottait entre nous comme une fumée toxique. Je n'avais pas de réponse. Ce soir-là, je suis rentré plus tôt que d'habitude. Je voulais surprendre Susanna, peut-être l'emmener dîner, me reconnecter à elle d'une façon ou d'une autre. Quand je suis entré, je l'ai trouvée dans le salon, parlant au téléphone. Son rire était différent, plus léger, plus authentique que ce qu'il avait été avec moi depuis des mois. Quand elle m'a vu, son expression a changé instantanément. « Je dois y aller », a-t-elle dit rapidement. « Mon mari vient de rentrer. » « C'était qui ?» ai-je demandé le plus naturellement possible. « Marlon, un ami de la salle de sport. » Le mensonge est sorti trop vite, trop répété. Je ne savais pas qui était Marlon. Elle ne m'avait jamais parlé de lui auparavant, et Susanna n'était pas allée à la salle de sport depuis notre emménagement dans le manoir. « Je ne savais pas que tu t'étais fait de nouveaux amis, » ai-je dit, remarquant comment elle évitait mon regard. « Eh bien, oui. Je ne peux pas rester enfermé ici toute la journée à t'attendre. » A-t-elle répondu sur un ton défensif qui n'avait pas lieu d'être. Elle s'est levée et a monté les escaliers. « Je vais prendre une douche. » La conversation s'était terminée avant même d'avoir commencé. Je suis resté seul dans cet immense salon, dans cette maison que j'avais achetée pour la rendre heureuse, ressentant pour la première fois que je vivais avec une étrangère. Les mois suivants ont été un exercice de déni. Je me suis plongé dans le travail, utilisant l'entreprise comme excuse pour ne pas affronter ce qui se passait dans mon mariage. Susanna et moi étions comme deux colocataires partageant un espace, rien de plus. Elle sortait constamment avec des amis. Je travaillais tard. Le week-end, elle avait des engagements. J'avais des réunions. C'est à ce moment-là que l'histoire avec la montre de mon grand-père a commencé. Un soir, lors d'un de ces dîners silencieux qui étaient devenus notre routine, Susanna a pointé du doigt la vitrine où je gardais les objets de famille. La montre à gousset en argent de mon grand-père brillait sous la lumière à côté de l'acte de propriété encadré et du service d'argenterie antique de ma grand-mère. « Pourquoi gardes-tu ces vieilleries-là » a-t-elle demandé avec un mépris qui m'a glacé le sang. « Ce ne sont pas des vieilleries, ce sont mes objets de famille », ai-je répondu, ressentant le besoin de les protéger même avec des mots. Ce sont des antiquités qui prennent la poussière. Cette montre pourrait valoir quelque chose. L'acte n'est qu'un morceau de papier pour un terrain qui n'existe même plus et l'argenterie prend de la place. Elle a haussé les épaules comme si elle parlait d'ordures. Susanna, ces objets de famille sont les seules choses qui me restent de mes grands-parents. Ils n'ont pas de prix pour moi. Tout a un prix, Renato. Tu es trop sentimental. Elle s'est levée de table, laissant son assiette à moitié mangée. Ne pourrais-tu pas les vendre et acheter quelque chose d'utile? Quelque chose d'utile? Mes mains tremblaient. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je regardais le plafond en me demandant qui était la femme couchée à côté de moi. La goutte d'eau a fait déborder le vase 3 mois plus tard, de la manière la plus inattendue. Mon associé Hugo m'a appelé un mardi après-midi. Hugo et moi avions fondé l'entreprise ensemble, mais il avait vendu ses parts 5 ans plus tôt pour déménager à l'étranger et lancer d'autres projets. Nous étions amis, ou du moins nous l'avions été. Renato, il faut que je te parle. En personne, a-t-il dit d'une voix tendue que je ne reconnaissais pas. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin de mon bureau. Hugo est arrivé avec des cernes sous les yeux et une expression coupable qui m'a immédiatement mis en alerte. Avant même que je puisse le saluer correctement, il a lâché les mots qui allaient tout changer. Susanna et moi nous voyons. Le monde s'est arrêté. Les voix dans le café se sont transformées en un bourdonnement lointain. Qu'est-ce que tu as dit? Ça a commencé il y a 8 mois. Elle m'a contacté sur les réseaux sociaux. Elle disait qu'elle voulait des conseils en investissement. Je n'aurais pas dû, Renato, je sais, mais elle a été très insistante et je traversais mon divorce. Hugo s'est frotté le visage avec les mains. Ce n'est pas une excuse. Je suis une ordure, mais je suis venu te le dire parce qu'il y a autre chose. Quelque chose de pire. De pire? Comment pourrait-il y avoir pire? Elle ne veut pas juste une liaison. Elle a un plan. Hugo a sorti son téléphone avec des mains tremblantes. Elle a pris des captures d'écran de nos conversations. Des messages où je lui donne des informations sur l'entreprise, sur tes finances, sur tout. Renato, elle prévoit de divorcer et de tout te prendre. Elle s'est servie de moi pour obtenir des informations.
il m'a montré les messages les uns après les autres. Des conversations où Susanna posait des questions sur le fonctionnement des actions de l'entreprise, sur mes comptes bancaires, sur mes propriétés. Et Hugo, cet idiot, lui avait tout dit en pensant qu'il s'agissait d'une curiosité innocente. Mais il y en avait d'autres. Des captures d'écran de messages entre Susanna et un certain Drivet. Je n'avais pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il s'agissait d'un avocat. Dans ces messages, elle parlait du timing, d'attendre le moment parfait, de s'assurer qu'il ne puisse rien cacher. « Pourquoi tu me dis ça maintenant ?» ai-je demandé d'une voix que je ne reconnaissais pas comme étant la mienne. Parce qu'il y a 2 jours, elle m'a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Qu'elle avait obtenu toutes les informations dont elle avait besoin. Elle m'a jeté comme si j'étais un déchet, Renato. Et j'ai réalisé qu'elle s'était servie de nous deux. Moi pour les informations, toi pour l'argent. Hugo avait les larmes aux yeux. Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je suis juste venu te prévenir avant qu'il ne soit trop tard. J'ai quitté ce café en pilote automatique. J'ai conduit sans but pendant des heures, assimilant ce que je venais d'entendre. Chaque moment étrange des derniers mois prenait tout son sens. Les dépenses excessives, les appels secrets, le mépris pour mes objets de famille, tout avait été calculé. Quand je suis enfin rentré à la maison ce soir-là, Susanna regardait la télévision dans le salon comme si de rien n'était. « Tu es en retard », a-t-elle dit sans se retourner. Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée et j'ai vu une étrangère. Une étrangère qui avait étudié chaque aspect de ma vie pour tout me voler. J'ai eu une réunion qui s'est prolongée, ai-je menti parce que j'avais besoin de temps pour réfléchir. C'est toujours la même chose avec toi. Travail, travail, travail. Son ton était agacé, comme si mon travail, ce même travail qui payait pour tout ce dont elle profitait, était un désagrément personnel. Cette nuit-là, allongé dans le noir, j'ai pris une décision. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. Parce que si j'avais appris une chose en 20 ans à bâtir une entreprise, c'était ceci, l'information, c'est le pouvoir, et le timing est primordial. Le lendemain, j'ai appelé Iris. J'ai besoin que tu me trouves le contact du meilleur avocat spécialisé en divorce que tu connaisses, mais elle doit être discrète. Totalement discrète. Que s'est-il passé, a-t-elle demandé, bien que son ton suggéra qu'elle le savait déjà. Tu avais raison au sujet de Susanna. Au sujet de tout. Ma voix s'est légèrement brisée. Et je dois protéger ce que nous avons construit avant qu'il ne soit trop tard. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis Iris a dit, je connais quelqu'un. Elle s'appelle Marlon. Elle est impitoyable. Marlon. Quelle ironie que Susanna ait utilisé ce nom pour un mensonge. Marlon s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Une femme dans la cinquantaine, avec des yeux qui avaient vu trop d'histoires comme la mienne. Son bureau était sobre, sans luxe inutile, avec des étagères remplies de codes juridiques et de dossiers parfaitement organisés. Quand je suis entré, elle avait déjà un carnet ouvert et un dictaphone sur le bureau. Iris m'a donné les grandes lignes. Maintenant, j'ai besoin que vous me racontiez tout en détail. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Ne me cachez rien par honte ou par fierté, a-t-elle dit sans préambule. Je lui ai parlé d'Hugo, des messages, des dépenses, des transferts mystérieux qu'Iris avait détectés. Je lui ai parlé du changement de Susanna après le mariage, de son mépris pour les objets de famille, des appels secrets. Marlon prenait des notes sans m'interrompre, haussant de temps en temps un sourcil ou hochant la tête. Quand j'ai eu terminé, elle s'est adossée à sa chaise et m'a étudié avec une intensité inconfortable. Renato, votre femme est en train d'exécuter ce que nous appelons un divorce prédateur. Elle prépare le terrain depuis des mois. Peut-être même depuis avant votre mariage. La question est, à quel point êtes-vous prêt? Prêt à quoi? À protéger ce que vous avez construit. Parce que je vous garantis qu'elle va tout prendre. Le manoir, les comptes, les actions de votre entreprise, les objets de famille, tout. Marlon s'est penché en avant. Et si nous n'agissons pas maintenant, avec intelligence et discrétion, elle obtiendra une grande partie de tout ça. La réalité de ces mots m'a frappé comme un coup de poing. Que dois-je faire? Premièrement, j'ai besoin d'un accès total à vos finances. Tout. Deuxièmement, nous allons engager un détective privé pour documenter ses moindres faits et gestes. Troisièmement, et c'est le plus important.
vous ne devez rien changer à votre comportement à la maison. Rien du tout. Si elle soupçonne que vous savez quelque chose, elle accélérera son plan et nous perdrons notre avantage. Je devais continuer à faire semblant de ne rien savoir. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Exactement. Je sais que c'est difficile, mais c'est crucial. Tant qu'elle pensera avoir le contrôle, elle fera des erreurs, et nous documenterons chacune d'entre elles. Marlon a ouvert un dossier. Maintenant, parlons de vos actifs. J'ai besoin de savoir exactement ce qui vous appartenait avant le mariage et ce que vous avez acquis après. Nous avons passé les 3 heures suivantes à examiner des documents. L'entreprise était à moi bien avant que je ne rencontre Susanna. C'était clair. J'avais acheté le manoir moi-même avec l'argent de mes comptes personnels. Les objets de famille étaient évidemment à moi, mais il y avait des zones grises, des comptes joints qu'elle avait insisté pour ouvrir, des investissements que nous avions faits ensemble même si l'argent était le mien. Ça va être une bataille, a finalement dit Marlon. Mais nous avons des éléments solides. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de patience et de preuves. Beaucoup de preuves. J'ai engagé le détective privé cette semaine-là. Il s'appelait Elias, un ancien détective avec 20 ans d'expérience. Je ne vais pas vous mentir, monsieur Renato. Ça peut devenir moche. Êtes-vous sûr de vouloir savoir tout ce que je vais trouver? Tout, ai-je répondu sans hésitation. Les 2 mois suivants ont été les plus difficiles de ma vie. Chaque matin, je me réveillais à côté de Susanna, je lui disais bonjour, je feignais la normalité. Elle a continué sa routine. Sorties entre amis, achats excessifs, appels mystérieux. Et j'agissais comme le mari inconscient que j'avais toujours été. La nuit, après qu'elle se soit endormie, j'examinais les rapports d'Elias. Des photos de Susanna entrant dans des cafés avec Hugo. Des photos d'elle dans des restaurants chers avec des hommes que je ne connaissais pas. Des enregistrements de conversations où elle parlait de moi avec mépris. Il est tellement prévisible, a-t-elle dit à une amie dans un bar. Il travaille tellement qu'il ne remarque même pas ce qui se passe sous son nez. Chaque preuve était un coup de poignard, mais je les ai toutes conservées. Marlon m'avait appris à voir cela comme un dossier professionnel, pas comme une tragédie personnelle. Séparez l'émotion de la stratégie, me disait-elle. Pleurez dans mon bureau si vous en avez besoin, mais chez vous, vous êtes un acteur. Et j'ai joué le jeu. J'ai tellement bien joué que Susanna a commencé à prendre confiance. Ses sorties sont devenues plus fréquentes, ses dépenses plus effrontées. Un après-midi, elle est rentrée avec un collier en diamant qui coûtait 30 000 $. Je l'ai acheté pour moi-même parce que je le mérite, a-t-elle annoncé, s'attendant à ce que je proteste. Il te va à ravir, ai-je dit en ravalant ma rage. Elle a semblé déçue qu'il n'y ait pas eu de drame. Iris était mon seul soutien pendant ces jours-là. Nous nous retrouvions dans son bureau après le travail et je m'autorisais à enlever le masque. Je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir faire ça, ai-je avoué un soir, la tête entre les mains. Plus pour très longtemps. Marlon dit que nous avons presque tout ce qu'il nous faut. Iris a posé une main sur mon épaule. Tu sais ce qui m'effraie le plus? C'est que si tu avais été moins intelligent, elle aurait gagné. Elle aurait pris tout ce que tu as construit et serait partie victorieuse. Elle peut encore gagner, ai-je dit amèrement. Pas si nous jouons mieux qu'elle. Iris avait cette détermination dans les yeux que je lui connaissais depuis notre enfance. Fais confiance au processus. Le détective Elias m'a apporté le coup de grâce 3 semaines plus tard. Il est entré dans le bureau de Marlon avec un épais dossier et une expression sombre. J'ai trouvé quelque chose. Je ne sais pas si vous voulez le voir maintenant. Oh, montrez-moi, l'ai-je interrompu. Il a ouvert le dossier et en a sorti une série de documents, des transcriptions de SMS entre Susanna et son avocat, le soi-disant dont le vrai nom était Dr Enrique. Les messages étaient explicites. Elle planifiait le divorce depuis 1 an, 6 mois avant même que je ne soupçonne quoi que ce soit. Il faut que ce soit rapide et brutal, disait l'un des messages. Il ne doit pas avoir le temps de cacher des actifs. Un autre message était encore plus révélateur. Les objets de famille ont une valeur sentimentale. Je vais les demander aussi, non pas parce que je les veux, mais pour les utiliser comme monnaie d'échange. Il cédera davantage si nous menaçons de toucher à ce qui compte le plus pour lui. Marlon a lu les messages avec une expression impassible, mais je l'ai vu serrer les mâchoires. C'est de l'or sur le plan juridique,
a-t-elle finalement dit. Avec ça, nous pouvons prouver qu'il y avait une malveillance préméditée. Mais il y a plus. Elle a regardé Elias. Il y a des preuves qu'elle a utilisé l'argent des comptes joints pour payer l'avocat. Des milliers de dollars de consultations juridiques pour divorcer de vous, payés avec votre propre argent. Monsieur Renato, Elias a sorti des relevés bancaires marqués. Il y a aussi des transferts vers un compte offshore. Nous n'avons pas pu retracer le montant exact, mais nous parlons d'au moins 100 000 qu'elle a déplacés à votre insu. 100 000. Mon argent, utilisé pour planifier ma propre destruction. Que faisons-nous maintenant, ai-je demandé, ressentant un calme étrange. Il n'y avait plus de douleur, seulement de la clarté. Marlon a sourié, pour la première fois, j'ai vu un peu de chaleur dans ce sourire. Maintenant, nous faisons quelque chose auquel elle ne s'attend pas. Nous allons la laisser initier le divorce. Nous allons la laisser se sentir aux commandes. Et quand elle présentera ses exigences, quand elle demandera le manoir, les objets de famille et tout le reste, nous aurons une surprise prête pour elle. Quel genre de surprise? Le manoir qu'elle aime tant est grevé d'une énorme hypothèque que j'ai contractée il y a 2 mois. Les comptes joints sont presque vides car j'ai transféré l'argent vers les comptes d'investissement de l'entreprise, ce qui est tout à fait légal. Les actions de l'entreprise sont dans une fiducie que nous avons établie la semaine dernière. Et les objets de famille. Marlon a ouvert un autre dossier. Les objets de famille sont maintenant dans un coffre-fort au nom d'Iris, avec des documents légaux prouvant qu'il s'agissait d'un don familial antérieur au mariage. Je l'ai regardé, incapable de croire ce que j'entendais. Quand avez-vous fait tout ça? Pendant que vous jouiez la comédie à la maison, je m'assurais qu'il n'y ait rien à voler. Chaque mouvement a été légal, documenté et irréprochable devant n'importe quel juge. Marlon a fermé les dossiers. Mais voici la partie difficile, Renato. Vous devez la laisser penser qu'elle gagne. Vous devez signer tout ce qu'elle vous mettra sous le nez sans vous battre. Quoi? Je me suis levé. Après tout ça, vous voulez que je lui donne ce qu'elle demande. Vous ne lui donnez rien de réel. Vous lui donnez une illusion. Un manoir avec des dettes, des actions sans valeur liquide immédiate, des comptes vides. Marlon m'a regardé intensément. Et quand elle s'en rendra compte, quand son propre avocat lui expliquera ce qu'elle a vraiment signé, il sera trop tard pour faire marche arrière. Iris est intervenue. C'est une vengeance légale, Renato. La meilleure des vengeances. Je me suis rassis, assimilant le plan. C'était brillant. C'était cruel. C'était parfait. 2 semaines après avoir découvert l'intégralité du plan, Susanna a enfin abattu ses cartes. Je suis rentré un vendredi soir et je l'ai trouvée assise dans le salon avec une posture bien trop formelle, trop répétée. Sur la table basse se trouvait un dossier beige que j'ai immédiatement reconnu. Des documents légaux. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit d'une voix qui essayait de paraître triste, mais qui trahissait une once de satisfaction. Ça ne marche plus entre nous, Renato. Je pense que nous le savons tous les deux. J'ai fait semblant d'être surpris, laissant mon visage afficher de la confusion. De quoi tu parles? De nous, de ce mariage. Elle a touché le collier en diamant qu'elle avait acheté avec mon argent. Je ne suis pas heureuse. Je ne le suis plus depuis longtemps. Je pense que nous devrions nous séparer. Le scénario que j'avais répété avec Marlon s'est activé automatiquement dans mon esprit. Joue la surprise. Joue la blessure. Ne l'accuse de rien. Y a-t-il quelqu'un d'autre, ai-je demandé d'une voix brisée. Non, ce n'est pas une question de quelqu'un d'autre. C'est à propos de moi, de ce dont j'ai besoin. Le mensonge est sorti de façon fluide, rodée. J'ai consulté un avocat et j'ai une proposition de règlement ici. Quelque chose de juste pour nous deux. Juste? Le mot m'a brûlé la langue, mais je n'ai rien dit. J'ai pris le dossier avec des mains que j'ai laissées trembler légèrement. À l'intérieur, il y avait tout. Requête en divorce, proposition de partage des biens, demande de pension alimentaire. Mes yeux ont parcouru les chiffres, bien que je sache déjà ce que j'y trouverais. Elle demandait l'intégralité du manoir, 50% des actions de l'entreprise, 3 des 5 comptes bancaires, et elle mentionnait spécifiquement tous les biens ayant une valeur sentimentale, y compris les objets de famille et les antiquités. Les objets de famille. C'était le coup conçu pour me briser. C'est tout ce que j'ai, ai-je dit d'une voix étranglée,
lui laissant voir ma douleur. C'est ce qui est juste, Renato. J'ai abandonné ma carrière pour toi. J'ai sacrifié ma vie pour ce mariage. Chaque mot était une performance et elle ne le savait même pas. L'avocat dit qu'avec ta situation financière, c'est raisonnable. Tu pourrais bâtir une autre entreprise, tu peux acheter une autre maison, mais... Mes objets de famille. J'ai laissé ma voix se briser. La montre de mon grand-père, l'acte de propriété, l'argenterie de ma grand-mère. Susanna, ces choses n'ont pas de prix pour moi. C'est précisément pour cela que je veux les inclure dans l'accord. Ses yeux brillaient de quelque chose de sombre. J'ai besoin de savoir que tu t'engages à un divorce civilisé. Si tu me poses des problèmes pour le reste, je pourrais peut-être reconsidérer les objets de famille, mais seulement si tu coopères totalement. Voilà le chantage émotionnel, la carte qu'elle pensait imbattable. Marlon m'avait prévenu que cela arriverait. Elle va utiliser ce qui te blesse le plus comme monnaie d'échange. Laisse-la faire. Cela fait partie du plan. J'ai besoin de temps pour digérer ça, ai-je dit en laissant les papiers sur la table comme s'ils me brûlaient les mains. Tu as une semaine. Après ça, mon avocat engagera une procédure formelle et les choses deviendront beaucoup plus compliquées. Elle s'est levée, lissant sa robe bordeaux qu'elle avait probablement aussi achetée avec mon argent. J'espère que nous pourrons garder ça civilisé, Renato, pour notre propre bien. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, ou plutôt, j'ai fait semblant de dormir. En réalité, je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, fixant le plafond, m'autorisant à ressentir l'ampleur de la trahison une dernière fois avant que la guerre ne commence. Le lendemain, j'ai appelé Marlon depuis le bureau. Elle l'a fait exactement comme vous l'aviez dit. Elle a spécifiquement mentionné les objets de famille, elle les a utilisés comme chantage émotionnel, exactement comme vous l'aviez prédit. J'ai fermé les yeux, ressentant l'épuisement de ces mois de comédie. Êtes-vous sûr que ça va marcher? Renato, je fais ça depuis 25 ans. J'ai vu des gens comme Susanna des dizaines de fois. L'avidité les rend prévisibles. Elle est tellement sûre de sa victoire qu'elle ne voit pas les failles. Marlon a fait une pause. Maintenant vient la partie difficile. Dans les prochains jours, elle va faire pression. Elle va menacer. Elle va manipuler. Elle va utiliser toutes les armes émotionnelles dont elle dispose et vous allez devoir tenir bon sans craquer. Et les objets de famille, sont-ils vraiment en sécurité? Iris les a dans un coffre-fort à son nom. Il y a des documents qui prouvent que c'était un don familial avant le mariage. Pas même le meilleur avocat du monde ne pourrait y toucher. Mais Susanna ne le sait pas encore. J'ai entendu un bruit de papier à l'autre bout du fil. Laissez-moi vous demander quelque chose. Voulez-vous que ce soit rapide ou voulez-vous que ce soit mémorable? Mémorable. Nous pouvons la laisser signer puis découvrir la vérité par elle-même, ou nous pouvons orchestrer le moment exact où elle réalisera ce qu'elle a vraiment fait. Nous pouvons faire en sorte que ce soit son propre avocat qui lui annonce la nouvelle. Marlon a laissé les mots faire leur effet. La deuxième option demande plus de temps et plus de précision, mais je vous garantis que le résultat sera satisfaisant. J'ai repensé à tous ces mois de mensonges, à Hugo, au message où elle se moquait de moi, à la façon dont elle avait prévu d'utiliser mes objets de famille pour me faire chanter. Mémorable, ai-je finalement dit. Je veux que ce soit mémorable. Alors il faut qu'elle dépose officiellement les documents. Il faut que son avocat examine tout en détail. Et il faut que vous signiez sans résistance. Marlon a ri doucement. Ça va être magnifique. Les jours suivants ont été une véritable torture. Susanna est devenue plus froide, plus distante, plus cruelle. Elle a commencé à ramener des cartons dans la maison, se préparant à emballer ses affaires. Il va falloir que tu ailles t'installer dans un hôtel pendant que ça se règle, m'a-t-elle dit un matin au petit déjeuner. C'est inconfortable pour nous deux d'être ici. C'est ma maison, ai-je répondu avec une étincelle de résistance calculée. Ce sera bientôt ma maison, a-t-elle corrigé avec un sourire. Lis les papiers, Renato. Si tu ne signes pas cette semaine, mon avocat va rendre ça beaucoup plus douloureux pour toi. Pense à tes objets de famille. Pense à combien ils pourraient souffrir dans une longue procédure judiciaire. Des choses si délicates peuvent se perdre. La menace était claire. Elle était prête à détruire ce à quoi je tenais le plus juste par pure cruauté. Marlon avait raison. L'avidité l'avait rendue prévisible, mais elle l'avait aussi rendue monstrueuse.
Cet après-midi-là, Hugo m'a appelé pour la première fois depuis ses aveux. Renato, c'est moi. Je sais que je n'ai pas le droit de t'appeler, mais je dois te prévenir. Susanna m'a recontacté. Que veut-elle maintenant? Elle veut que je témoigne en sa faveur. Elle dit que je peux témoigner de ton comportement, de la façon dont tu aurais prétendument négligé notre mariage en travaillant autant. Hugo semblait misérable. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que je ne voulais plus rien avoir à faire avec elle, et elle m'a menacé. Elle a dit qu'elle avait des informations compromettantes sur moi, et qu'elle les utiliserait si je ne coopérais pas. Quel genre d'informations? Peu importe. Ce sont des mensonges. Mais Renato, elle est prête à détruire quiconque se mettra en travers de son chemin, fais attention. La ligne a été coupée. J'ai immédiatement appelé Marlon. Hugo dit que Susanna le menace pour qu'il témoigne contre moi. Parfait. C'est de l'extorsion. Peut-il le prouver? Il a les messages. Dites-lui de nous les envoyer. Chaque erreur qu'elle fait est un clou de plus dans son cercueil juridique. Marlon semblait presque joyeuse. Vous savez ce que ça me dit? Qu'elle est désespérée. Qu'elle sent qu'elle a besoin d'assurer sa victoire, et quand les gens sont désespérés, ils font de plus grosses erreurs. Le mercredi de cette même semaine, 5 jours après que Susanna ait déposé les papiers, le docteur Enrique s'est présenté à mon bureau sans rendez-vous. C'était un homme dans la soixantaine, portant un costume cher et arborant un air de supériorité qui m'a instantanément irrité. Monsieur Renato, je suis ici au nom de votre femme, a-t-il commencé, posant une mallette sur mon bureau sans permission. Je crois comprendre que vous avez eu le temps d'étudier la proposition de règlement. Ma cliente attend une réponse définitive. Votre cliente peut attendre la fin de la semaine comme nous en avons convenu, ai-je répondu calmement. Monsieur Renato, je vais être franc avec vous. C'est la meilleure offre que vous obtiendrez. Si cela va au tribunal, ma cliente a des preuves de négligence conjugale, de la priorité donnée au travail sur la famille, d'un comportement qui justifie une compensation plus importante. Il a sorti un dossier. Nous avons des témoignages prêts. Nous avons des documents attestant des dépenses que vous avez autorisées, ce qui implique que vous avez accepté une certaine responsabilité dans le maintien du train de vie de ma cliente. Chaque mot était un scénario bien rodé. Êtes-vous en train de me menacer, docteur Enrique? Je vous montre la réalité. Vous pouvez signer maintenant et garder cela civilisé, ou vous pouvez vous battre et tout perdre de toute façon, mais seulement après avoir dépensé des centaines de milliers de dollars en frais d'avocat. Il s'est adossé à sa chaise. Je suis doué dans ce que je fais, monsieur Renato. Très doué. Et ma cliente m'a donné carte blanche pour s'assurer qu'elle reçoive ce qu'elle mérite. Ce qu'elle mérite? Les mots flottaient entre nous comme du poison. J'ai regardé le docteur Enrique avec l'expression d'un homme vaincu. Il était temps de jouer la comédie jusqu'au bout. Je ne veux pas me battre, ai-je dit d'une voix fatiguée. Je veux juste que ça se termine. Ses yeux ont brillé d'une victoire anticipée. Alors nous sommes d'accord. Vous pouvez signer les documents aujourd'hui, et... Mais j'ai besoin que les objets de famille soient exclus de l'accord. La montre, l'acte de propriété, l'argenterie sont les seules choses qui me restent de mes grands-parents. J'ai laissé ma voix se briser légèrement. S'il vous plaît. Le docteur Enrique a refermé sa mallette d'un coup sec. C'est non négociable. Ma cliente a été claire. Les objets de famille font partie de l'accord ou il n'y a pas d'accord. C'est simple. Il s'est levé. Vous avez jusqu'à vendredi, monsieur Renato. Après cela, nous déposons la plainte formelle, et croyez-moi, ce ne sera pas agréable. Quand il a quitté mon bureau, j'ai attendu exactement 5 minutes avant d'appeler Marlon. L'avocat de Susanna vient de partir, et il est tellement confiant, il savoure presque déjà la victoire. Il ne se doute de rien. Parfait. Alors nous procédons comme prévu. Vendredi, vous irez chez vous. Elle aura les papiers finaux prêts, et vous signerez sans résistance. Laissez-la profiter de son moment. Marlon a fait une pause significative. Parce que lundi, quand le docteur Enrique examinera réellement ce qu'elle a signé, quand il verra les vrais chiffres derrière les actifs, tout son monde va s'effondrer. Êtes-vous sûr qu'il les examinera? Ne l'a-t-il pas déjà fait? Renato, les avocats comme Enrique sont arrogants. Il fait confiance à ses clients pour lui donner des informations exactes.
Il a examiné les documents que Susanna lui a donnés. Les valeurs qu'elle lui a signalées. Il n'a jamais vérifié de manière indépendante parce qu'il part du principe qu'un manoir est un manoir, et que les comptes bancaires contiennent l'argent qui figure sur les relevés du mois dernier. La satisfaction dans sa voix était palpable. Mais lundi, quand ils essaieront d'exécuter les transferts, quand la banque leur dira que ses comptes ont moins de $1000, quand ils découvriront que le manoir est grevé d'une hypothèque équivalente à 80% de sa valeur, c'est là que le vrai spectacle commencera. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, non pas à cause de l'anxiété, mais par anticipation. Chaque pièce était à sa place, chaque document préparé, chaque mouvement calculé. Marlon avait travaillé comme un maître des échecs, et j'avais été le pion avançant inexorablement vers le couronnement. Le jeudi après-midi, Iris est venue dans mon bureau avec une petite boîte. Les objets de famille, a-t-elle dit simplement en les posant sur mon bureau. Ils sont en sécurité, documentés, photographiés avec des certificats d'ancienneté et des lettres de notre grand-mère qui prouvent qu'ils étaient un héritage familial antérieur au mariage. J'ai ouvert la boîte, et il y avait là la montre à gousset en argent de mon grand-père, brillant sous la lumière. Je l'ai prise entre mes mains, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Merci, ai-je dit à Iris d'une voix étranglée. Elle ne touchera jamais à ça. Jamais. Iris m'a serré l'épaule. Tout se termine demain, Renato. Il te suffit de tenir encore un jour. Vendredi s'est levé gris, comme si le temps savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Je suis arrivé au bureau tôt, j'ai vérifié mes emails sans vraiment les lire, j'ai pris des appels sans écouter. À 3h de l'après-midi, Susanna m'a envoyé un SMS. Rentre à 18h. Nous devons en finir avec ça aujourd'hui. Je suis arrivé à l'heure. Le manoir semblait différent, comme s'il ne m'appartenait plus. Peut-être n'avait-il jamais vraiment été à moi. Susanna était dans le salon, portant une robe beige qu'elle avait probablement choisie avec soin pour paraître sérieuse et professionnelle. Sur la table se trouvaient les documents finaux, parfaitement ordonnés avec des onglets de couleur indiquant où je devais signer. Je pensais que tu ne viendrais pas, a-t-elle dit sans se lever. Tu as dit que nous devions en finir. Me voilà. Je me suis assis en face d'elle, regardant ces papiers qui étaient censés me détruire. Le docteur Enrique a tout revu. C'est juste, Renato, plus que juste vu les circonstances. Elle a poussé un stylo vers moi. Signe, et nous pourrons tous les deux passer à autre chose. J'ai pris le stylo, je l'ai tenu au-dessus du premier document, et j'ai dit, mes objets de famille font partie de l'accord. Nous en avons déjà parlé. Sa voix était froide, sans la moindre trace d'empathie. Ce ne sont que de vieux objets, Renato. Passe à autre chose. Juste de vieux objets? La montre que mon grand-père a portée pendant 50 ans? L'acte de propriété qui représentait le rêve de mon arrière-grand-père? L'argenterie avec laquelle ma grand-mère a nourri 3 générations? Juste de vieux objets? C'est bon, ai-je finalement dit en commençant à signer. Page après page, mon nom s'est répété encore et encore. Susanna m'observait avec ce sourire retenu, cette expression de triomphe absolu. Quand j'ai atteint la dernière page, quand j'ai apposé ma signature finale, elle a poussé un soupir de satisfaction. Enfin, a-t-elle dit en ramassant les documents comme s'il s'agissait de trésors. Je pensais que tu ferais plus de difficultés. Je me suis levé, j'ai sorti les clés du manoir de ma poche et je les ai laissées sur la table en marbre. Le son métallique a résonné dans le silence. La maison est à toi. Tout est à toi. J'espère que ça te rendra très heureuse. L'espace d'un instant, juste un instant, j'ai vu quelque chose comme un doute traverser son visage, comme si une partie d'elle soupçonnait que quelque chose clochait. Mais l'avidité est plus forte que l'intuition. Ça le fera, a-t-elle répondu en retrouvant ce sourire victorieux. J'ai marché vers la porte. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas retourné. Je suis simplement parti, la laissant là avec ses papiers signés et sa victoire creuse. Je l'ai entendu rire alors que je fermais la porte, un rire qui célébrait ma prétendue destruction. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ce rire durerait exactement 60 heures de plus. J'ai conduit jusqu'au petit appartement que j'avais loué la semaine précédente, un endroit simple, propre, sans luxe inutile. Je me suis assis sur le canapé d'occasion que j'avais acheté et j'ai sorti mon téléphone. Un message de Marlon m'attendait. C'est fait. C'est fait, ai-je répondu.
Parfait. Lundi à 9 h du matin, la banque informera le docteur Enrique que les comptes sont vides. À 10 h, le bureau d'enregistrement l'informera de l'hypothèque du manoir. À 11 h, notre comptable lui enverra la véritable structure des actions de votre entreprise. Je pouvais sentir son sourire à travers le texte. Préparez-vous pour le spectacle. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis un an, non pas dans un lit à 4 millions de dollars, mais dans un appartement modeste avec des meubles d'occasion. Le week-end s'est passé dans un calme étrange. Susanna ne m'a pas contacté. Elle célébrait probablement avec ses amis, leur montrant les documents, se vantant de sa victoire. Peut-être était-elle avec Hugo, riant de la façon dont elle avait réussi à tout me voler. Je m'en fichais. Le compte à rebours était lancé. Le lundi s'est levé clair et lumineux. Je me suis réveillé à 6 h, j'ai fait du café, j'ai pris une douche calmement. À 8 h 30, j'étais assis dans mon bureau, le téléphone posé sur la table, et j'ai attendu. À 9 h 07, Marlon a appelé. Ça vient de commencer. La banque a appelé le docteur Enrique. D'après mon contact, sa réaction a été mémorable. Qu'a-t-il dit exactement, ai-je demandé, sentant l'adrénaline commencer à couler dans mes veines. D'abord, il a cru qu'il s'agissait d'une erreur de la banque. Il leur a crié de revérifier. Quand ils ont confirmé que les 3 comptes listés dans l'accord avaient des soldes inférieurs à 1 000 $, il a paniqué. Marlon semblait presque amusé. Maintenant, il essaie de contacter Susanna, mais elle ne répond pas. Elle dort probablement encore, rêvant de sa victoire. À 9 h 30, Iris m'a envoyé un message. Le docteur Enrique vient d'appeler la banque qui détient l'hypothèque du manoir. Il a découvert que la propriété a une dette de 3 200 000. Mon contact à la banque dit que l'avocat est resté sans voix pendant près d'une minute entière. 3 200 000 sur une propriété de 4 millions. Susanna venait d'hériter d'une dette aux proportions épiques en plus d'une maison qu'elle ne pourrait probablement pas entretenir. À 10 h 15, mon téléphone a vibré avec un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a sonné de nouveau immédiatement. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je savais qui c'était. Le docteur Enrique avait commencé à comprendre l'ampleur de son erreur. À 11 h, comme Marlon l'avait promis, notre comptable, Alario, a envoyé le rapport complet sur la structure de l'entreprise. Les actions que Susanna pensait contrôler étaient dans une fiducie d'entreprise établie avant le mariage. Tout transfert nécessitait l'approbation d'un conseil d'administration, et le conseil était composé d'Iris, de Marlon et de 3 autres associés en qui j'avais une confiance absolue. Les actions que Susanna avait reçues étaient techniquement réelles, mais sans pouvoir de décision et sans valeur liquidable immédiate. Mon téléphone a explosé d'appels. Numéro inconnu. Numéro inconnu. Numéro inconnu. Le docteur Enrique était désespéré. Je l'ai laissé souffrir un peu plus longtemps. À 11 h 30, Marlon a rappelé. Renato, vous devez entendre ça. Elle m'a envoyé un fichier audio. Mon assistante était dans le bâtiment du docteur Enrique ce matin. Voici ce qu'elle a enregistré dans le couloir. J'ai appuyé sur lecture. La voix du docteur Enrique était indubitable, forte, hystérique. Comment n'avez-vous pas vérifié les chiffres? Comment n'avez-vous pas enquêté sur la structure de l'entreprise? Vous m'aviez dit que tout était clair. La voix de Susanna, moins nette, mais audible. C'est vous l'avocat. Vous étiez censé tout vérifier. J'ai vérifié ce que vous m'avez donné. Les relevés bancaires que vous m'avez montrés dataient du mois dernier. L'évaluation de la maison a été faite avant l'hypothèque. Une pause, puis plus furieux encore. As-tu seulement conscience de ce qu'il vient de te faire? En as-tu la moindre idée? Susanna a crié quelque chose d'inintelligible, puis un fracas, comme si elle avait jeté quelque chose. Il doit y avoir un moyen d'éviter ça. Vous disiez être le meilleur. Il n'y a aucun moyen d'éviter quoi que ce soit. Vous avez signé. Il a signé. L'accord est légal et contraignant. Le docteur Enrique semblait au bord de l'effondrement. Et ce n'est pas tout, les objets de famille que vous vouliez tant, que vous avez utilisés comme moyen de pression, il s'avère qu'ils sont documentés comme héritage prénuptial. Ils n'ont jamais fait partie des biens matrimoniaux. Nous ne pourrons jamais y toucher légalement. Le silence qui a suivi était magnifique. Puis Susanna, d'une voix brisée, qu'est-ce que vous dites?
Je dis que vous venez d'obtenir un manoir sur lequel vous devez plus de 3 millions, avec des comptes bancaires vides et des actions que vous ne pouvez ni vendre ni utiliser. Je dis que Renato vous a donné exactement ce que vous avez demandé. Rien. Une autre pause. Et le pire, c'est que tout est parfaitement légal. Il n'a pas caché d'actifs. Il n'a pas menti sur des documents. Il a simplement tout restructuré avant de signer. Et nous, comme des idiots, nous n'avons rien vérifié. L'audio s'est terminé. Je suis resté assis là, le téléphone à la main, ressentant un mélange de satisfaction et de quelque chose de plus profond. Ce n'était pas exactement de la joie. C'était de la justice. Renato, la voix de Marlon m'a ramené à la réalité. Êtes-vous toujours là? Oui, je suis là. Il y a plus. Susanna a essayé d'aller à la banque pour retirer de l'argent des comptes joints qui avaient été laissés en dehors de l'accord. Ce qu'elle n'avait pas inclus parce qu'elle pensait pouvoir y accéder après le divorce. Marlon a ri doucement. Ils sont gelés. J'ai déposé une requête ce matin alléguant qu'il y a eu des mouvements suspects dans les mois précédant le divorce. Le juge a accordé un gel temporaire jusqu'à ce qu'une enquête soit menée. Elle ne peut pas toucher un centime. La banque l'a déjà contactée pour le manoir. Les paiements de l'hypothèque sont dus dans 2 semaines. Ce sont des paiements de 15 000 par mois, et elle n'a aucun revenu, aucune épargne accessible. Et aucun moyen de vendre la propriété rapidement parce que le marché est lent. Marlon a soupiré de satisfaction. Dans 3 mois, peut-être 4, la banque procédera à la saisie. Elle va perdre la maison de toute façon. Les pièces du puzzle s'assemblaient enfin complètement. Susanna n'avait pas seulement perdu. Elle avait perdu d'une manière qui allait la plonger dans les dettes pour les années à venir. La maison qu'elle désirait tant allait devenir sa prison financière. Mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, c'était un SMS d'un numéro que je reconnaissais. Susanna. Il faut qu'on parle. Tu ne devrais pas, je n'ai pas répondu. Un autre message. Renato, je t'en prie, pouvons-nous arranger ça? Puis un autre. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Nous pouvons recommencer. Et un autre. Tu ne peux pas me faire ça. Ce n'est pas juste. Les messages ont continué à arriver pendant l'heure qui a suivi. Des supplications, des menaces, d'autres supplications. C'était fascinant de voir le masque tomber complètement. Elle n'était plus la femme froide et calculatrice qui m'avait fait chanter. Elle était une personne désespérée qui comprenait enfin qu'elle avait joué à un jeu qu'elle ne pouvait pas gagner. À 14 heures, le docteur Enrique a finalement réussi à me contacter. Sa voix était complètement différente de celle de l'homme arrogant qui était venu dans mon bureau. Monsieur Renato, il faut que nous parlions, s'il vous plaît. Il y a eu des malentendus. Il n'y a pas de malentendus, docteur Enrique. Il y a des documents signés par les 2 parties. Vous m'avez vous-même dit qu'ils étaient légaux et contraignants, ai-je répondu calmement. Monsieur Renato, soyons raisonnables. Ma cliente a été mal informée sur certains aspects financiers. Si vous pouviez envisager une renégociation. Votre cliente savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a planifié ce divorce pendant plus d'1 an. Elle a utilisé mes objets de famille pour me faire du chantage émotionnel. Elle a essayé de voler tout ce que j'ai construit. Ma voix s'est durcie. Et je lui ai donné exactement ce qu'elle a demandé. Fin de la conversation. Mais le manoir a une hypothèque énorme. Elle ne peut pas, ce n'est pas mon problème, docteur. C'est le problème de votre cliente. Et franchement, c'est aussi votre problème pour ne pas avoir fait preuve de diligence raisonnable avant de la conseiller. J'ai fait une pause. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Passez une bonne journée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans ce dernier clic. Cet après-midi-là, j'ai retrouvé Marlon et Iris dans le bureau de Marlon. Il y avait du champagne sur le bureau, bien qu'aucun de nous n'ait encore touché les verres. Ce n'était pas le moment de célébrer. C'était le moment de réfléchir. Comment te sens-tu? A demandé Iris en étudiant mon visage. Honnêtement, je ne sais pas, je me suis assis, laissant l'épuisement des mois de comédie me rattraper enfin. Je pensais que je me sentirais mieux, plus victorieux. Ce n'est pas une victoire, Renato, a dit doucement Marlon. C'est la justice.
Il y a une différence. Elle s'est servie de moi. Elle avait prévu de tout me voler. Elle a menacé de détruire mes objets de famille juste par cruauté. Je les ai regardés toutes les deux. Pourquoi ai-je alors l'impression d'avoir perdu quelque chose? Parce que tu as perdu quelque chose, a répondu Iris. Tu as perdu l'illusion de l'amour. Tu as perdu l'idée de ce que tu pensais être ton mariage. Ça fait mal, même quand on sait que c'était un mensonge. Marlon a hoché la tête. Ce que nous avons fait, c'est vous protéger. Nous l'avons empêché de vous détruire financièrement et émotionnellement. Mais cela ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Cela veut dire que vous avez survécu. Les semaines suivantes ont été étranges. Vivre dans ce petit appartement après le manoir aurait dû me donner l'impression d'avoir régressé, mais au lieu de cela, je me sentais plus léger. Chaque matin, je me réveillais sans le poids de la représentation, sans avoir à feindre la normalité dans un mariage mort. C'était libérateur, d'une manière que je n'avais pas anticipée. Susanna a essayé de me contacter 17 fois au cours de la première semaine. Appels, messages, emails. Elle s'est même présentée à mon bureau une fois, mais la sécurité ne l'a pas laissé monter. Marlon m'avait conseillé de garder une distance absolue. Tout contact maintenant pouvait être utilisé comme un aveu de culpabilité ou comme une tentative de renégociation. Ne lui donnez rien, m'avait-elle dit. Mais les informations continuaient d'arriver par d'autres canaux. Iris avait des contacts à la banque. Marlon avait des collègues qui connaissaient le docteur Enrique. Et Hugo, rongé par la culpabilité, me tenait informé de tout ce qu'il entendait. La situation de Susanna se détériorait rapidement. Sans accès au compte gelé, sans revenus propres et avec une hypothèque de 15 000 $ par mois, elle se noyait financièrement. Elle a essayé de vendre des bijoux et des vêtements de marque, mais cela couvrait à peine les dépenses de base. La Mercedes que je lui avais achetée a été saisie parce qu'elle avait contracté un prêt dessus à mon insu et qu'elle ne pouvait plus le rembourser. Elle vit avec sa mère, m'a informé Hugo un après-midi par téléphone. Elle a dû quitter le manoir après le 2e mois. La banque a entamé la procédure de saisie. Elle est détruite, Renato. Une partie de moi, une partie petite mais persistante, a ressenti quelque chose comme de la pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages que j'avais lus, du plan qu'elle avait élaboré pour me détruire, de la façon dont elle avait utilisé mes objets de famille comme une arme, et la pitié s'est évaporée. Elle a choisi ce chemin, ai-je dit à Hugo. Chaque étape était calculée. Chaque mensonge était intentionnel. Ce n'est pas de la malchance, c'est une conséquence. Le docteur Enrique, pour sa part, faisait face à ses propres problèmes. Susanna l'avait poursuivi pour négligence professionnelle, affirmant qu'il n'avait pas vérifié les informations correctement. Le procès n'aboutirait probablement pas, mais les dommages à sa réputation étaient déjà faits. D'autres clients ont commencé à remettre en question ses compétences. Comment un avocat avec son expérience avait-il pu échouer de manière aussi spectaculaire? La réponse était simple, l'arrogance. Il avait présumé qu'il avait toutes les cartes en main. Il n'a jamais envisagé que je puisse être plus intelligent que lui. Un mois après le divorce, Iris et moi nous sommes réunis dans son bureau pour examiner la situation financière complète. L'entreprise était plus forte que jamais. Sans Susanna pour drainer les ressources, sans la pression de maintenir une image dont je me fichais, j'avais pu me concentrer sur ce qui comptait vraiment, le travail. Nous avons 3 nouveaux gros contrats, m'a informé Iris en passant en revue les feuilles de calcul. Les projections pour le prochain trimestre sont excellentes. Et maintenant que les actions sont protégées dans la fiducie, personne ne peut y toucher sans l'approbation unanime du conseil. Et le manoir. La banque va le vendre aux enchères le mois prochain. Il demande 2 800 000 pour couvrir le reste de l'hypothèque et les frais de saisie. Iris m'a regardé avec une expression étrange. Tu pourrais le racheter si tu le voulais, à un prix inférieur à celui que tu as payé à l'origine. Cette pensée m'a retourné l'estomac. Non, cette maison est pleine de souvenirs que je préfère oublier. Laisse quelqu'un d'autre la voir. Quelqu'un qui pourra la remplir de vrais moments, pas de mensonges. Et tu vas rester dans cet appartement pour toujours? Pour l'instant, oui. C'est confortable. C'est honnête. C'est à moi, sans complication. J'ai souri légèrement. En plus, ça me rappelle d'où je viens. Le garage, tu te souviens?
Nous avons commencé avec rien et nous avons construit quelque chose de vrai. Le manoir n'était que de l'ego. Ici, c'est la substance. Iris a tendu la main vers la mienne de l'autre côté du bureau. Je suis fier de toi, mon frère. Pas seulement pour la façon dont tu as géré ça, mais pour la façon dont tu le vis. Beaucoup d'hommes dans ta position seraient devenus amers. Animés d'une soif de vengeance destructrice. Tu t'es simplement protégé et tu l'as laissé faire face aux conséquences de ses propres décisions. Marlon m'a appris quelque chose d'important, ai-je réfléchi. Elle m'a dit que la meilleure vengeance n'est pas de détruire la personne qui t'a blessé, c'est simplement de ne pas être détruit par elle. Laisser ses propres actions la faire couler pendant que tu vas de l'avant. 2 mois après le divorce, j'ai enfin sorti la montre de mon grand-père du coffre-fort où Iris l'avait gardée. Je l'ai tenue sous la lumière de mon petit salon, regardant l'argent briller. Elle avait survécu aux générations, elle avait survécu aux guerres, aux migrations, à la pauvreté, et elle avait survécu à Susanna. Je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, gravé sur le couvercle, figurait le nom de mon grand-père, Enrique Garcia, 1943. Enrique, comme l'avocat de Susanna. L'ironie m'a fait sourire amèrement. Mon grand-père avait été un homme honnête, travailleur, qui avait bâti quelque chose à partir de rien. Le docteur Enrique était un homme qui vivait des conflits des autres, de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. J'ai décidé de commencer à porter la montre, non pas gardée dans une vitrine, mais avec moi comme un rappel de mes origines, de ce qui importait vraiment, que les choses qui ont une vraie valeur ne sont pas celles qu'on peut acheter, mais celles qu'on hérite, celles qu'on construit. Celles qu'on protège. Un après-midi, 3 mois après que tout soit terminé, j'ai reçu un email de Susanna. L'objet disait simplement « S'il te plaît, Lisa ». J'étais sur le point de le supprimer sans l'ouvrir. Marlon m'avait mis en garde contre tout contact, mais la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert. Renato, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que j'ai tout gâché. Je n'attends pas ton pardon, et je ne demande pas d'aide financière. Je veux juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai fait, pas seulement légalement, mais moralement. Je me suis servi de toi. J'avais prévu de te voler. J'ai vu ton succès comme quelque chose qui m'était dû, plutôt que comme quelque chose que tu avais construit. Et je l'ai payé très cher. J'ai tout perdu, y compris ma dignité. Aujourd'hui, je travaille dans un restaurant. Je vis avec ma mère, et chaque jour, je me réveille en sachant que c'est le résultat direct de mes décisions. Je ne te demande pas ta compassion. Je veux juste que tu saches que tu as eu raison de te protéger, et que si nos chemins se croisent à nouveau un jour, je ne t'importunerai pas. Je te dois ça. Je te dois bien plus que ça, mais au moins, je te dois la paix. J'ai lu le message 3 fois. J'ai cherché des signes de manipulation, d'une approche détournée, d'un plan caché, mais je n'ai trouvé que de la lassitude, de la défaite, de l'acceptation. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Mais j'ai archivé l'email au lieu de le supprimer. Pas comme une victoire, mais comme une conclusion. Cette nuit-là, j'ai appelé Marlon pour lui parler du message. Pensez-vous qu'il soit sincère, lui ai-je demandé. Est-ce que ça a de l'importance, a-t-elle répondu. Sincère ou non, ce n'est plus votre problème. Vous êtes passé à autre chose. Elle doit trouver sa propre voie maintenant, quelle qu'elle soit. Vous arrêtez-vous parfois d'être avocate pour être simplement humaine, ai-je demandé avec un peu d'humour. Être avocat, c'est être humain, Renato, particulièrement dans des cas comme le vôtre. Protéger les bonnes personnes des mauvaises est la chose la plus humaine que je puisse faire. Elle a fait une pause. Comment va l'entreprise? Mieux que jamais. Nous venons de signer un contrat avec une entreprise internationale. Les projections pour l'année prochaine sont excellentes. Tant mieux, parce que c'est votre priorité maintenant. Pas le passé, pas Susanna, pas ce que vous avez perdu ou ce qui aurait pu être. Sa voix s'est adoucie. Vous avez construit quelque chose de beau une fois. Maintenant, vous le reconstruisez, mais plus fort, plus sagement. C'est ça la vraie victoire. Elle avait raison. Les mois suivants, je me suis plongé dans le travail avec une clarté que je n'avais pas eue depuis des années. Pas de distraction, pas de drame, juste moi, mon équipe, et la vision que j'avais dès le début. 6 mois après le divorce, la vie avait trouvé un nouveau rythme. Pas le rythme effréné pour maintenir les apparences dans un manoir vide,
mais quelque chose de plus authentique. Je me réveillais tôt, j'allais à la salle de sport, j'arrivais au bureau avant tout le monde. Le travail n'était plus une échappatoire, c'était un but. L'entreprise prospérait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Sans la pression de maintenir un style de vie ostentatoire, j'avais pu réinvestir davantage de capital dans le développement. Nous avons embauché les meilleurs talents, nous nous sommes développés sur 2 nouveaux marchés. Les actions que Susanna pensait contrôler valaient maintenant le triple de ce qu'elles valaient lorsque nous avions signé le divorce. L'ironie ne m'échappait pas. Elle avait voulu 50% de quelque chose qui valait 10 millions. Maintenant, ces mêmes actions qu'elle ne pouvait plus toucher valaient 30 millions. Si elle avait été patiente, si elle avait été honnête, si elle avait vraiment construit quelque chose avec moi au lieu de prévoir de me voler, elle serait maintenant légalement riche. Mais l'avidité n'est jamais patiente. Un jeudi après-midi, Iris est entrée dans mon bureau avec une expression étrange. « Il faut que tu vois ça », a-t-elle dit en posant son ordinateur portable sur mon bureau. Sur l'écran, il y avait un article d'un journal local, vente aux enchères d'un manoir de luxe pour dette. C'était mon ancienne maison. La photo montrait le jardin négligé, la piscine à l'eau trouble, les fenêtres aux rideaux tirés. L'article expliquait que la propriété avait été saisie par la banque après 6 mois de défaut de paiement. Elle avait été vendue aux enchères pour 2 400 000, soit près de 40% de moins que sa valeur d'origine. Qui l'a acheté, ai-je demandé. Un jeune couple, des entrepreneurs dans la technologie, tout comme toi à tes débuts. Iris a fermé l'ordinateur. Ils vont le rénover entièrement. Ils ont dit dans l'interview qu'ils veulent le remplir de vie, avec une vraie famille. Une vraie famille. Les mots ont résonné dans ma poitrine. C'était ce que je voulais, ce que je pensais construire, mais cela avait été une illusion depuis le début. Je suis heureux pour eux, ai-je dit, et je le pensais vraiment. J'espère qu'ils auront plus de chance avec cet endroit que moi. Les mois suivants ont apporté des nouvelles occasionnelles de Susanna. Hugo, qui avait coupé tout contact avec elle après le désastre, m'a dit qu'elle avait essayé de me poursuivre pour fraude. La plainte a été rejetée en moins de 2 semaines. Marlon avait documenté chaque mouvement si méticuleusement que le juge a pratiquement dit à Susanna d'arrêter de faire perdre son temps au tribunal. Elle a aussi essayé de vendre son histoire à certains médias, m'a informé Hugo pendant un déjeuner. Elle voulait te dépeindre comme le méchant, le cruel homme d'affaires qui a piégé sa pauvre femme, mais aucun média n'a voulu toucher à cette histoire. Les documents légaux étaient trop clairs. Elle a signé volontairement. Personne ne l'y a forcé. Comment va-t-elle maintenant, ai-je demandé, me surprenant moi-même de poser la question. Elle a 2 boulots, dans un restaurant le jour et nettoie des bureaux la nuit. Elle vit avec sa mère dans un studio. Hugo m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je sais que tu n'as pas envie d'entendre ça, mais elle est brisée, complètement brisée. J'aurais dû me sentir satisfait. J'aurais dû savourer sa chute, mais je me sentais juste vide. Elle a choisi cette voie. Chaque décision a été la sienne. Je sais. Je pensais juste que tu voulais savoir. Hugo a joué avec son verre d'eau. Et Renato, à propos de mon rôle, de ce que j'ai fait avec toi, avec elle. Je n'attends pas ton pardon. Je veux juste que tu saches que ça me hante tous les jours depuis. Je t'ai pardonné il y a des mois, Hugo, ai-je dit sincèrement. Tu es venu me prévenir alors que tu aurais pu te taire. Il fallait du courage. Sans ça, je n'aurais pas pu monter le dossier aussi parfaitement. Donc, nous sommes quittes. Nous ne sommes pas amis, Hugo. Nous ne le serons probablement plus jamais. Mais je ne te déteste pas. J'ai simplement tourné la page. Je me suis levé pour partir. Je te suggère d'en faire autant. La véritable révélation est arrivée 9 mois après le divorce. J'étais à mon bureau tard, en train d'examiner les propositions pour un nouveau projet, quand Marlon m'a appelé avec de l'urgence dans la voix. « Renato, êtes-vous assis ? » Je le suis maintenant. Que se passe-t-il ? Vous vous souvenez des mystérieux transferts qu'Iris avait détectés avant le divorce ? Ces 2 ou 3 000 que Susanna envoyait constamment vers des comptes inconnus. Marlon a fait une pause dramatique. Mon enquêteur a enfin retracé où ils allaient, et ils allaient sur un compte aux îles Caïmans au nom de Griselda Montoya. Elle a attendu que le nom fasse tilt. Ce n'était pas le cas. Griselda Montoya est le nom de jeune fille de la mère de Susanna. L'air a quitté mes poumons.
Vous êtes en train de me dire quoi? Pendant 2 ans, Susanna a détourné de l'argent de vos comptes vers un compte offshore au nom de sa mère. De petites sommes pour ne pas éveiller les soupçons, mais constantes. Quand on additionne tout, on parle de près de 150 000. La voix de Marlon était professionnelle, mais on y sentait une colère contenue. Ce n'était pas un divorce opportuniste, Renato. C'était un vol planifié bien avant même qu'elle ne parle de se séparer. 150 000. 2 ans de vol systématique. Nous pouvons les récupérer. J'ai déjà entamé les procédures judiciaires. Avec les preuves que nous avons, c'est une affaire classée d'avance, mais il y a plus. Marlon a pris une grande inspiration. Le compte a des relevés d'activité. Susanna et sa mère ont utilisé cet argent pour investir dans des propriétés, de petits appartements qu'elle prévoyait d'utiliser comme revenu passif. Après votre divorce, quand Susanna a tout perdu, elle a essayé d'accéder à cet argent. Mais sa mère lui a bloqué l'accès au compte. Quoi? Sa propre mère l'a exclu? Apparemment, il y a eu une énorme dispute. La mère a affirmé que l'argent était un investissement conjoint et que Susanna avait ruiné le plan. En gros, Susanna vous a volé pour enrichir sa mère et ensuite, sa mère l'a trahi quand elle en avait le plus besoin. L'ironie dans la voix de Marlon était palpable. Le karma dans sa forme la plus pure. Je me suis adossé à ma chaise pour assimiler l'information. Pendant tout ce temps, j'avais pensé que Susanna était la seule coupable, mais c'était une opération familiale. Que faisons-nous? Nous les poursuivons toutes les deux. Nous récupérons l'argent plus les intérêts et les dommages, et je m'assurerai qu'elles fassent toutes deux face à des conséquences pénales pour fraude et vol. Marlon a fait une pause. À moins que vous ne préfériez laisser tomber. Non, ai-je dit fermement. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. Elles ont prévu de me voler pendant des années. Elles ont utilisé ma confiance, mon amour, ma générosité comme une arme contre moi. Elles doivent faire face à de vraies conséquences. C'est bien ce que je pensais que vous diriez. Les documents seront prêts demain. La plainte contre Susanna et sa mère a été déposée une semaine plus tard. Le scandale a été immédiat. Il s'avère que Griselda Montoya avait une certaine réputation dans sa communauté. Elle se présentait comme une femme respectable, religieuse, attachée aux valeurs. Découvrir qu'elle avait facilité le vol systématique de son propre gendre a brisé cette image instantanément. Susanna a essayé de me recontacter, cette fois par l'intermédiaire d'un nouvel avocat. Elle a proposé de rendre tout l'argent si j'abandonnais les poursuites. Trop tard, ai-je dit à Marlon. Elles ont eu des années pour être honnêtes. Maintenant, elles font face à la justice. L'affaire a avancé rapidement grâce à toutes les preuves que Marlon avait rassemblées. Il n'y avait aucune défense possible. Le juge a tranché totalement en ma faveur. Susanna et sa mère ont dû rembourser les 150 000, plus 75 000 de dommages et intérêts. De plus, les propriétés qu'elles avaient achetées avec mon argent ont été saisies et vendues, les bénéfices me revenant directement. « Comment tu te sens ?» m'a demandé Iris après l'annonce du verdict. Honnêtement, je ne ressens plus rien pour elle, ai-je répondu. Ce n'est pas de la satisfaction, ce n'est pas de la vengeance, c'est juste une conclusion. Elle a payé pour ce qu'elle a fait. J'ai récupéré ce qui m'appartenait et maintenant, je peux vraiment clore ce chapitre. Mais il restait une dernière part de justice à venir, une part que même Marlon n'avait pas anticipée. 2 semaines après le verdict, j'ai reçu un appel d'Elias, le détective privé. Monsieur Renato, j'ai pensé que vous voudriez le savoir. Le docteur Enrique a été radié par l'ordre des avocats. De multiples clients ont déposé des plaintes après sa prestation dans votre affaire. Il a perdu sa licence d'exercice. Elias semblait presque joyeux. Apparemment, son arrogance l'a enfin rattrapé. Le docteur Enrique, l'homme qui m'avait menacé dans mon propre bureau, qui avait promis de me détruire légalement, n'était plus maintenant qu'un avocat déchu. Sa carrière terminée par sa propre incompétence et son ego. 1 an après avoir signé ses papiers dans le manoir, je me suis retrouvé assis dans mon petit appartement, la montre de mon grand-père à la main. Je la portais tous les jours depuis que j'avais récupéré mes objets de famille, et le métal s'était réchauffé à la température de mon corps, comme s'il reconnaissait son propriétaire légitime. L'entreprise avait atteint une valorisation de 50 millions de dollars. Nous nous étions développés dans 4 pays. L'équipe était passée à 200 personnes.
Tout ce que Susanna avait essayé de voler valait maintenant 5 fois plus et elle n'en avait pas un seul centime. Iris est entrée dans l'appartement sans frapper, comme elle le faisait toujours. Elle a apporté du café et ce sourire qu'elle réservait aux bonnes nouvelles. Ils viennent de confirmer le contrat avec une entreprise européenne. C'est le plus gros que nous ayons jamais signé. Combien? 12 millions sur 3 ans. Elle s'est assise en face de moi, étudiant mon visage. Sais-tu ce que ça signifie? Que nous sommes enfin arrivés là où nous avions toujours rêvé. Cela signifie qu'elle a perdu la chance de faire partie de quelque chose de vrai. Si elle avait été honnête, si elle avait construit avec toi au lieu de prévoir de te voler, elle serait multimilliardaire maintenant. Légalement. Iris a pris une gorgée de son café. Mais elle a choisi la voie de la facilité, et la voie de la facilité finit toujours par être la plus dure. Ce soir-là, Marlon m'a invité à dîner pour célébrer la clôture officielle de toutes les affaires judiciaires liées à Susanna. Dans un restaurant discret, nous avons trinqué avec un vin qui avait un goût de victoire et de conclusion. Vous savez ce qui est le plus ironique dans tout ça, a dit Marlon en faisant tourner son verre. Susanna aurait pu avoir une vie incroyable. Mariée à un homme brillant, travailleur, généreux, un manoir, des voitures de luxe, tout ce que l'argent peut acheter, et elle a tout gâché par avidité. Ce n'était pas seulement de l'avidité, ai-je réfléchi, c'était de la fierté. Elle avait besoin de sentir qu'elle avait gagné, qu'elle avait conquis quelque chose. Elle ne pouvait pas simplement profiter de ce que nous avions. Elle avait besoin de me détruire pour se sentir puissante. Ce faisant, elle s'est détruite elle-même. Marlon a levé son verre, à la justice silencieuse, la meilleure des justices. Nous avons trinqué, mais mes pensées étaient déjà ailleurs, aux leçons apprises, à la façon dont j'avais failli tout perdre en faisant une confiance aveugle, à la façon dont l'intelligence et la patience avaient sauvé tout ce que mon grand-père, mon père et moi avions construit sur des générations. 2 semaines plus tard, j'étais dans mon bureau quand la réceptionniste m'a informé que j'avais une visite. Elle dit que c'est urgent. Elle s'appelle Evely. Je ne connaissais aucune Evely. J'étais sur le point de refuser la visite, mais quelque chose m'a poussé à accepter. La femme qui est entrée avait la trentaine, une allure professionnelle, une mallette et une expression sérieuse. Monsieur Renato, merci de me recevoir. Je suis Evely Cortez, journaliste d'investigation économique. Elle s'est assise sans attendre d'y être invitée. J'écris un article sur les divorces prédateurs et sur la façon dont ils affectent les entrepreneurs à succès. Votre cas a attiré mon attention. Je ne suis pas intéressé à l'idée de parler publiquement de mon divorce, ai-je dit immédiatement. Je ne vous le demande pas. En fait, je peux garder votre identité anonyme si vous le préférez. Elle a sorti un carnet. Mais votre cas est fascinant parce qu'il représente quelque chose auquel beaucoup d'entrepreneurs font face. Des partenaires qui voient le succès comme un butin plutôt que comme le résultat d'un travail. Je veux raconter cette histoire pour aider d'autres personnes à se protéger avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis adossé à ma chaise en réfléchissant. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Parce que je ne cherche pas de drame. Je cherche à éduquer. Votre histoire, racontée correctement, pourrait éviter à d'autres de traverser la même chose. Evely m'a regardé droit dans les yeux. Et franchement, je pense que vous voulez que quelque chose de bon ressorte de tout ça, que ce n'était pas juste une vengeance, mais de la protection. Elle avait raison. J'ai passé l'heure suivante à lui raconter l'histoire, en omettant les noms, mais en gardant les faits. Elle a pris des notes, posant de temps à autre des questions perspicaces qui montraient qu'elle comprenait non seulement les mécanismes juridiques, mais aussi le coût émotionnel. Que diriez-vous à quelqu'un qui commence à soupçonner son partenaire de planifier quelque chose de similaire, m'a-t-elle finalement demandé. Je lui dirais de se fier à son instinct, de tout documenter, de chercher une aide juridique avant de confronter la personne, et de comprendre la différence entre être généreux et être naïf. J'ai touché la montre de mon grand-père. Je lui dirais aussi de protéger ce qui compte vraiment, pas seulement l'argent, mais les choses qui ont une valeur sentimentale, parce que ce sont les armes qu'ils utilisent pour briser votre esprit. L'article d'Evely est sorti 3 mois plus tard dans un grand magazine économique. Mon nom n'y figurait pas, mais l'histoire était là, claire et complète. Dans la semaine qui a suivi la publication, Marlon a reçu des appels de 17 entrepreneurs l'interrogeant sur la protection préventive du patrimoine. Tu as fait quelque chose de bien, m'a dit Iris quand je lui ai montré l'article. Tu as transformé ta douleur en prévention pour les autres.
Ce même mois, j'ai pris une décision. Le petit appartement avait rempli son rôle, me rappelant d'où je venais et ce qui importait vraiment. Mais il était temps d'aller de l'avant. J'ai acheté une maison modeste dans un quartier calme. Pas un manoir, pas un symbole de statut social, juste une vraie maison où je pourrais construire une vraie vie. Le jour du déménagement, j'ai placé les objets de famille sur une étagère spéciale dans mon bureau. La montre de mon grand-père, l'acte de propriété, l'argenterie de ma grand-mère. Ils étaient enfin là où ils devaient être, protégés et honorés. Iris est venue m'aider à déballer. Pendant que nous rangions des livres, elle a demandé, « As-tu pensé à recommencer à sortir avec quelqu'un ?» Je sais que c'est tôt, mais... Ce n'est pas tôt. Ça fait plus d'1 an. J'ai souri légèrement, mais j'ai ajouté, « Je ne suis pas encore prêt. J'ai besoin de reconstruire ma capacité à faire confiance, et ça prend du temps. Tu es plus sage maintenant, plus prudent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Non, ça ne l'est pas, mais je ne veux pas devenir cynique non plus. Je ne veux pas que Susanna me vole ça aussi. J'ai placé le dernier livre sur l'étagère. Un jour, je serai prêt. Quand je trouverai quelqu'un qui verra le travail comme un partenariat, pas comme un butin. Quelqu'un qui construira avec moi au lieu d'attendre de me voler. 6 mois après mon emménagement, j'ai reçu un dernier message de Susanna. Il était bref. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit. Je veux juste que tu saches que j'ai appris la leçon trop tard, mais je l'ai apprise. Tu avais construit quelque chose de magnifique. Et je voulais juste te le prendre. Tu as mérité de te protéger. J'espère que tu trouveras le vrai bonheur un jour. J'apprends à construire le mien à partir de zéro, comme cela aurait dû être le cas depuis le début. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Elle avait trouvé sa conclusion. J'avais trouvé la mienne des mois plus tôt. Maintenant, assis dans mon bureau dans cette modeste maison, avec la montre de mon grand-père qui marque le temps en permanence, je repense à tout ce qui s'est passé, à la façon dont j'ai failli tout perdre, à la façon dont l'intelligence et la patience ont sauvé non seulement mes biens, mais aussi ma dignité. Si je pouvais parler à quelqu'un qui traverse une situation similaire, je lui dirais ceci. La vengeance ne consiste pas à détruire celui qui vous a blessé. La vengeance, c'est refuser d'être détruit. C'est protéger ce que vous avez construit. C'est aller de l'avant pendant qu'ils font face aux conséquences de leurs propres décisions. Susanna n'a pas perdu parce que je l'ai détruite, elle a perdu parce qu'elle s'est détruite elle-même. J'ai juste fait en sorte de ne pas être sur le chemin quand son propre château de cartes s'est effondré. L'entreprise continue de croître, les objets de famille sont en sécurité, et je suis en train de reconstruire non seulement ma vie, mais aussi ma capacité à faire confiance, à aimer, à être de nouveau vulnérable, mais cette fois avec sagesse, cette fois avec des limites. Cette fois en protégeant non seulement mon argent, mais mon cœur. Parce qu'au bout du compte, ce que Susanna n'a jamais compris, c'est que la vraie valeur ne réside pas dans ce que vous pouvez prendre aux autres. Elle réside dans ce que vous pouvez construire de vos propres mains, avec vos propres efforts, avec votre propre intégrité. Et ça, personne ne pourra jamais vous le voler. Je regarde la montre de mon grand-père une dernière fois ce soir. 3 générations en ont pris soin. C'est maintenant à mon tour de la transmettre à la suivante, avec la leçon la plus importante que j'ai apprise, toujours construire, protéger ce qui compte, et ne jamais confondre générosité et naïveté. Le manoir a été perdu, le mariage s'est terminé, mais ce qui comptait vraiment est les objets de famille, l'entreprise, ma dignité, tout cela a survécu. Et c'est plus qu'une victoire, c'est la justice.